Bonjour Benoît, bienvenue sur ce podcast Lorica. Bonjour à toutes et toutes, et je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce nouvel épisode avec une thématique qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'aujourd'hui on va aborder le sujet qui touche de plus en plus de personnes, notamment l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Alors ce sont des mots on entend souvent et partout, et parfois comme une explication, parfois comme une étiquette. Maintenant, qu'est-ce qui recouvre vraiment? Une richesse souvent mal comprise. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'on appelle hypersensibilité et hyperémotivité? Hyperémotivité, effectivement, c'est deux mots qui sont là pour dire deux choses différentes, mais quand même similaires. Il y a une certaine similitude. Donc, cette notion d'hypersensibilité, c'est tout simplement notre manière d'être au monde, c'est-à-dire la manière dont on le perçoit, la manière dont nous traitons les informations, qu'elles soient du registre émotionnel, qu'elles puissent être aussi relationnelles, et parfois aussi sensorielles. Et ça, on va le percevoir de manière intense. C'est ce qui explique donc cette fameuse hypersensibilité. Et puis, en parallèle, vous avez l'hyperémotivité. Donc, l'hyperémotivité, c'est souvent la partie visible, c'est-à-dire des intensités émotionnelles fortes. Vous pouvez avoir aussi l'ascenseur émotionnel. Donc, tantôt ça va, ça descend, ça remonte, ça descend. Donc, ce qui fait que nos journées, certes, sont sous tension, mais ça peut nous amener à des difficultés de gestion et notamment des surcharges émotionnelles, puisque les choses vont s'exprimer de manière beaucoup plus intense. Donc, que ça soit dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas de maladie, bien évidemment, en aucun cas de défaut. C'est tout simplement des traits de caractère, des traits de personnalité. Et comme toute personne, nous sommes des êtres humains, faits de force, bien évidemment, et de zones de fragilité. Alors, si je peux proposer un petit exercice qui est intéressant, c'est celui de l'auto-observation. Dans nos journées tumultuées, prenons un petit espace de 5 minutes, 10 minutes. C'est un temps qu'on peut prendre en conscience pour déjà se demander ce que nous ressentons là, ici, maintenant, par rapport à ce que nous avons vécu ou par rapport à ce que nous vivons. C'est un petit exercice d'auto-observation à l'avantage de nous mettre sur pause, si j'ose dire, dans lequel nous allons ressentir sans porter de jugement sur nous-mêmes, sans analyser, juste observer. Laisser le temps au temps. Alors on entend ce mot partout aujourd'hui. Est-ce qu'on ne met pas parfois cette étiquette un peu trop rapidement? Alors, l'étiquette hypersensible, oui, est souvent mise rapidement parce que, comme toute étiquette, le premier avantage qu'elle a, c'est de justement rassurer. Le problème d'une étiquette, c'est aussi ça cloisonne. Donc, d'un côté, ça rassure notre ego, mais d'un autre côté, ça nous cloisonne dans quelque chose qu'on n'est pas forcément, c'est-à-dire quelque chose qu'on va avoir du mal à accepter. Or, tout l'intérêt par rapport à l'hypersensibilité, par rapport à l'hyperémotivité, c'est justement d'accepter ces traits qui nous appartiennent. Donc, même si les termes sont devenus très populaires, on a tendance des fois à perdre justement de précision. C'est-à-dire que ressentir une émotion forte, comme être fatigué, comme traverser une période de surcharge, ne signifie pas forcément être hypersensible. D'accord? Maintenant, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qu'on utilise sérieusement, qui se caractérise par une sensibilité qui va être durable lorsqu'elle est présente dans différents contextes de vie. Et surtout, l'objectif n'est pas de se coller cette étiquette, mais de mieux se comprendre. Donc, on utilise l'hypersensibilité ou l'hyperémotivité comme étant une superbe opportunité d'apprendre à se connaître. Alors on associe souvent l'hypersensibilité aux émotions, mais il y a aussi une dimension très physique. Par exemple, si je vais dans un endroit très fréquenté, je vais ressentir le besoin de m'isoler, de fermer les yeux, de respirer. Est-ce que ça fait partie de l'hypersensibilité? Alors effectivement, le peu de sensorialité, on n'en parle pas trop. Maintenant, ça arrive donc, que nous évoquons l'hypersensibilité sensorielle. L'hypersensibilité sensorielle est tout simplement liée au fait que notre système nerveux va capter plus d'informations à la fois et surtout plus intensément. Donc on est sur un haut niveau de captation, on va dire, d'informations. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a trop de stimuli, le corps va déclencher et va se mettre en alerte par rapport à l'ensemble de ces informations qu'il va recevoir. D'où la nécessité d'avoir rapidement et besoin de se retirer. Donc, soit de se retirer si c'est trop fort, on peut se retirer d'une pièce si l'intensité émotionnelle est liée à la pièce, mais on peut se retirer déjà, ne serait-ce que en fermant les yeux, en prenant un espace de respiration, donc en se recentrant sur notre respiration. Ça, ce sont des stratégies qui sont propres à nous, dans un système d'autorégulation, et ces stratégies sont très saines pour déjà
couper court au risque de surchauffe, on va dire. D'accord? Donc, c'est une sorte de protection. Et donc, le petit exercice que je pourrais proposer pour réguler notre hypersensorialité, bah, c'est tout simplement, si on se retrouve dans une situation d'environnement chargé, bah, c'est de fermer les yeux quelques secondes, poser les mains, si c'est possible, sur notre poitrine et prendre quelques respirations lentes. Si maintenant on se trouve dans une situation où on est assis, par exemple, donc là, ça vient encore plus mettre la pression parce qu'on a le sentiment d'être vraiment cloisonné. Là, c'est pareil, on a le droit de fermer les yeux, poser les pieds tranquillement sur le sol, bien à plat, et utiliser nos mains et passer nos mains tranquillement sur le haut de nos jambes, donc sur les quadriceps. Et on frotte délicatement donc des hanches vers le genou. Le but étant de caler ce mouvement à notre respiration. C'est aussi un autre exercice d'autocentrage qui permet d'éviter la surchauffe. Comment fait-on la différence entre un trait durable et une surcharge liée au contexte ou à la fatigue? Alors, dans ces deux situations, c'est clair qu'il n'y a pas de diagnostic médical officiel concernant l'hypersensibilité. Ce sont des modèles qui sont issus plutôt de la psychologie et des neurosciences. Donc, la différence va se jouer dans quoi? Dans la répétition et dans la durée. Autrement dit, qu'est-ce qui fait la différence entre trait de personnalité et la simple saturation passagère? Ben, la question à se poser, c'est est-ce que ce que nous ressentons, c'est présent depuis longtemps? Est-ce que ça concerne plusieurs domaines de notre vie? Est-ce que ça persiste même quand tout va bien? D'accord? Ça peut être déjà les petites questions à se poser. Si c'est exclusivement ponctuel, on va plutôt parler de surcharge, éventuellement de surmenage. Si par contre c'est global et récurrent, bon ben là il y a de fortes chances pour qu'on soit proche d'un trait de personnalité que la personne va découvrir, bien évidemment. Pourquoi cette sensibilité est-elle souvent vécue comme un fardeau? Parce qu'il y a énormément rentre en jeu le poids sociétal, si j'ose dire. Alors, le poids sociétal, mais aussi de nos schémas éducationnels. Par rapport aux émotions, par rapport à la sensibilité, il y a très peu de place dans notre vie actuelle pour que ceci soit tranquillement exposé et vive correctement. On a plutôt tendance à contrôler nos émotions en espérant, en se disant tout simplement que ça va passer, ou soit je n'ai pas le droit de le montrer. Tout ça, pourquoi? Parce on est dans un registre de rapidité d'exécution des tâches ou de performance. Donc c'est clair que si on veut être performant, il n'y a pas trop la place quand même pour l'état émotionnel et donc pas trop de place sur cette hypersensibilité. Le souci, c'est que, ouais, c'est que quand on ressent fort, plus vite, plus fort, et on a tendance on est plus enclin à sentir rapidement le trop. Donc, cette notion d'être trop émotif, trop sensible, trop intense. Et à ce moment-là, on va se coller ce jugement intérieur qui va être beaucoup plus douloureux à supporter que la sensibilité elle-même. Et pourtant, l'hypersensibilité peut être une vraie richesse. Absolument, dès lors que la personne prend conscience que ça fait partie de sa personne et que, au lieu de le voir comme une vulnérabilité, on le voit plutôt comme une opportunité, on va s'apercevoir que cette hypersensibilité, c'est un arc-en-ciel en fait. Le principe de l'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est sous la couleur du blanc, il y a des tas de couleurs qui se cachent dessous. Ben, c'est la même chose pour l'hypersensibilité. L'hypersensibilité va découvrir qu'il y a une notion d'empathie qui fait sens pour lui. Il y a la créativité, il y a des profondeurs dans les relations, il y a un attachement sur des valeurs, sur des identités humaines. Il y a aussi un lien avec son intuition. Donc les hypersensibles perçoivent souvent ce qui échappe et ce qui échappe pardon, des autres, mais si vous voulez, cette richesse demande aussi des ajustements pour éviter l'épuisement. C'est-à-dire que là, l'hypersensible va devoir, en faisant son introspection, va être un petit peu le chef d'orchestre. Voilà, c'est-à-dire de toutes ces nuances de couleurs, il sera capable de mettre la bonne couleur au bon endroit au bon moment. C'est ce qui va lui permettre d'éviter de rentrer dans un schéma de contagion émotionnelle et donc de risquer son épuisement. Alors, accueillir ses émotions, concrètement, ça veut dire quoi? Mieux que de le dire et d'en parler, si j'ose dire, accueillir une émotion, c'est surtout éviter de s'y noyer. D'accord? Dans le premier sens, c'est accepter le fait que l'émotion, comme tout dans la nature, est quelque chose de naturel qui a le droit d'exister. Moi, il y a une maxime que j'aime bien, c'est cette notion de plus vous résistez à quelque chose, plus ce quelque chose va devenir intense. Donc, plus vous résistez, par exemple, à la colère, plus la colère va devenir volcanique, si j'ose dire. Ok. Donc, la première des choses par rapport à une émotion, c'est cette notion d'acceptation. Acceptation, ça ne veut pas dire subir. Acceptation, ça veut dire je laisse à l'émotion le droit d'exister. Exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps de la nommer, si on peut la nommer, prendre le temps de l'observer, bien évidemment, prendre le temps de la ressentir, de l'accueillir pour lui permettre de circuler.
Une émotion est là pour vivre, si j'ose dire, hein. On n'est pas sur quelque chose qui est rigide. Et le principe même d'une émotion, c'est de nous permettre, physiologiquement parlant, de nous mettre dans un état d'alerte. Donc, alerte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rentrer, on sera un petit peu plus en vigilance dans la situation que nous vivons qu'à l'accoutumée. Voilà, c'est juste ça, en fait. Donc, c'est vrai qu'on y met une étiquette assez négative sur l'émotion. Moi, l'émotion, pour moi, elle est neutre. Elle n'a pas à être agréable ou désagréable. Ça, c'est une notion de sensation. L'émotion, elle est tout simplement neutre. Donc, un petit exercice que je pourrais vous proposer, hein, pour à se familiariser avec cet état émotionnel-là, ben c'est déjà de nommer l'émotion. Donc, quand une émotion apparaît, qu'elle soit agréable ou désagréable, ben vous mettez en capacité de vous dire intérieurement, là, je ressens de la colère, si vous pouvez nommer l'émotion, hein, ou là, je suis en train de ressentir de la tristesse. Si vous ne pouvez pas la nommer, si vous ne pouvez pas mettre vraiment des mots exacts, hein, sur ce que vous ressentez, c'est pas grave. C'est juste de poser le jeu et de prendre conscience et d'acter sur le plan physique que là, il se passe quelque chose en vous. Ben, rien qu'en faisant ça, l'intensité déjà baisse et on garde à l'esprit qu'une émotion, c'est comme un tsunami. La première vague est toujours intense, les vagues successives suivantes sont beaucoup plus calmes, douces et apaisées. D'accord, donc nommer, observer et laisser circuler l'émotion. Ok. J'ai une autre question. Comment mieux vivre avec son hyperémotivité au quotidien? Est-ce que vous avez d'autres conseils? Alors, comment mieux vivre? Bah, donc, cette notion, pour mieux vivre avec cette hyper-émotivité, c'est prendre le temps de retourner à soi. Et prendre le temps de retourner à soi, c'est cette notion de connaître son propre rythme, en fait. D'accord? Donc, là où l'hyper-émotivité a tendance à nous amener à être surdose, à aller à fond, etc., le premier pas qu'on a à se dire en conscience, c'est déjà de ralentir. Voilà. Quand on est dans une hypermotivité, c'est comme si on était au volant de sa voiture avec le pied sur l'accélérateur. Bon, ben, quand vous voyez le mur arriver, à un moment donné, il vous vient en conscience de vous dire, je vais peut-être commencer à ralentir. D'accord? Donc, le premier chose que vous allez faire, c'est déjà de lever le pied de l'accélérateur avant de commencer à freiner. OK? Ben là, c'est la même chose. Donc, déjà, on ralentit. Et puis ensuite, le fait de ralentir fait qu'on va se rapproprier le temps selon notre propre rythme. Et ça va nous permettre de mettre des mots. De mettre des mots sur quoi? Sur ce que l'on va ressentir. OK? Cette sensation-là, donc je ralentis, je mets des mots sur ce que je ressens, ça me permet, et on commence à les voir se dessiner, un contour autour de nous. Ce contour, c'est ce qui matérialise, si j'ose dire, les limites, en fait. C'est-à-dire, au fur et à mesure, nous ne nous coupons pas de ce que nous ressentons. Le fait que nous nous recentrons, nous mettons en place nos propres limites sensorielles, en fait. D'accord? Et puis, et j'allais dire, c'est quelque chose d'important, on ne reste pas seul. On a le droit de parler, bien évidemment, de ce que l'on ressent et le droit de le faire avec les personnes qui sont en capacité de l'accueillir. L'accueillir, ça ne veut pas dire le juger. L'accueillir, ça veut tout simplement dire que je suis suffisamment en confiance avec cette personne pour lui dire ce que j'ai à lui dire et notamment partager une émotion, parce qu'une émotion partagée, c'est un physique qui s'allège. Donc là, si on ne trouve pas cette personne-là, c'est pas grave, on peut le faire aussi avec nous-mêmes, puisque nous sommes nos propres porteurs de nos émotions. Et donc, un petit exercice que je pourrais proposer, c'est tout simplement le journal émotionnel. Le journal émotionnel qui consiste, par exemple, chaque soir, à noter une émotion que nous avons vécue dans la journée et ce qu'elle nous a appris, ce qu'elle nous a appris sur nous, ce qu'elle a révélé en nous. Ça, encore une fois, en étant dans l'observation la plus pure de nous-mêmes, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans une boîte à idées qu'il faut absolument nourrir. Non, on est juste dans quelque chose que l'on dépose le soir, soit face à soi-même. Alors finalement, l'hypersensibilité, qualité ou fardeau? Ah, et ça, c'est le nœud freudien, qualité au fardeau. Donc, je vous dirais que c'est les deux. C'est les deux. Pourquoi? Parce que ben, elles vont demander plus d'intention, bien évidemment. Elles vont demander plus de soins. Mais elles offrent aussi beaucoup plus de profondeur et de sens. Donc, je dirais, c'est la même personne qui porte les deux. Maintenant, tout est une question d'orientation et de focus, en fait. D'accord? Donc, le vrai enjeu, ce n'est pas absolument de la supprimer, hein, loin de là. Encore une fois, tout ce qu'on va supprimer, tout ce qu'on résiste, ça en revient au centuple. Donc, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Le véritable enjeu, c'est d'apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, c'est apprendre à se connaître, en fait. Merci Benoît. Quel message pour conclure? Alors, le message pour conclure, ben, c'est tout simplement, si vous êtes hypersensible ou hyper émotive, hein, ben, vous êtes tout simplement légitime. Donc, vos émotions ben, ne sont tout simplement pas vos ennemis, hein. Ce sont des messagères et en apprenant à les écouter, ben, vous devenez évidemment plus aligné, plus vivante et puis plus libre. Et si je peux me permettre un petit partage, il y a beaucoup d'ouvrages qui se font sur ces thématiques-là.
Moi, il y en a un qui m'a particulièrement plu parce qu'il est à la fois psycho, mais aussi psychopratique. Et donc, je me permets de partager l'ouvrage donc, du docteur Judith Orloff, dont le titre est très évocateur, Le guide de survie des hypersensibles empathiques. Donc, je ne peux que vous le recommander. Il y a plein de petits exercices, il est très pratico-pratique et il permet de bien, bien, bien débroussailler les choses dans ce qui est la connaissance de soi sur cette thématique-là. Merci beaucoup Benoît pour cet échange. On repart avec une idée essentielle. La sensibilité intense n'est pas un défaut à corriger, mais une réalité à comprendre et à apprivoiser. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir de pouvoir être avec vous lors de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous qui nous avez écoutés et à bientôt avec le laboratoire Lorica.